tous, bon lundi à tous. On reprend le CQFR après cette petite pause du week-end, même si je vous invite à regarder notre CQFR de samedi. Voilà, CQFR, on répond à toutes vos questions. Mais Shai, on va commencer direct par Gershon Yabusele. On en avait déjà parlé un peu la semaine dernière, on avait spéculé là-dessus, on se demandait est-ce qu'il allait revenir en NBA. Lui avait fait un appel du pied, et oui, c'est bien parti. Gershon Yabusele aurait trouvé un accord avec les Sixers sur un contrat d'1 an autour des 2 millions de dollars. J'imagine qu'il y a encore des modalités à régler, notamment l'éventuel buyout avec le Real Madrid, mais Gershon Yabusele s'apprête à retrouver la NBA après 2 petites saisons aux Celtics. Je pense qu'il en est parti en 2019, si je dis pas de bêtises. C'est ça, et c'est même officiel parce que lui-même a dit excited for my new chapter, façon Kevin Durant sur Twitter, il l'a fait. Et effectivement, ouais, alors c'est d'abord Shams Charania qui a annoncé que c'était très très avancé et que ça allait se faire avec les Sixers. Et derrière, Wojnarowski a précisé que c'était 1 an et 2,1 millions de dollars pour le salaire. Et donc oui, il y a la clause, je sais plus de quel est le montant de la clause, mais en tout cas, Je les crois 2 Sixers, millions, je crois que c'est voilà. 2 millions. Voilà, 4 millions pour les Sixers, c'est rien du tout, surtout si c'est un joueur sur lequel ils ont l'intention de s'appuyer dans la rotation, ce qui, à mon avis, va être le cas. Et c'est pour ça qu'on peut parler de ça, c'est que c'est un choix intéressant de la part de Yabusele, c'est que on savait que on espérait en tout cas que ce soit une équipe qui soit ambitieuse, une équipe dans laquelle il aurait de la place. Poste 4 à Philadelphie, c'est plutôt, je trouve qu'il y a de quoi s'exprimer. Ce sera pas forcément un titulaire indiscutable dès d'entrée ou quoi, mais il va avoir des minutes. Je vois pas de, j'imagine pas un monde où il n'est pas utilisé par un coach Nick Nurse qui a en plus une sensibilité internationale un peu. Il a coaché à l'étranger, il a déjà fait jouer beaucoup de joueurs qui ne sont pas américains. Enfin, il n'est pas du tout, fermé là-dessus. Et je pense que alors, quand on en avait discuté ensemble, hein, tu avais fait cet article sur les pistes qui semblaient les plus intéressantes. Il y avait les Sixers dedans Il y d'ailleurs. avait les Sixers. C'est même la première équipe. Effectivement. Moi, c'est pas celle que je préférais sur le papier, mais par contre, c'est une des plus intéressantes. Je veux dire, à l'Est, il y a de la place. Philadelphie va retrouver une bonne équipe. Il peut jouer avec Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George. Ça va quand même être très très compétitif normalement, hein, si on ne dit pas de bêtises, si on se plante pas. Et il y a de quoi s'exprimer, il y a de quoi avoir des minutes. Voilà. Donc je suis plutôt content pour lui. C'est ce qu'il voulait et c'est ce qu'il a obtenu. Ouais, très bonne pioche pour Yabusele, très bonne pioche pour les Sixers aussi quand même, mine de rien. Ouais. On parle d'un des meilleurs joueurs européens qui vient pour 2 millions. Je suis même, alors, on ne connaît pas les coulisses, j'ai pas les insides comme d'habitude, hein, donc je ne sais pas s'il y avait par exemple plusieurs équipes qui étaient intéressées, si plusieurs équipes se sont renseignées et que c'est lui qui a finalement choisi Philadelphie, mais à ce prix-là, si par exemple il y avait que Philadelphie, si on est dans cette hypothèse qui est donc hypothétique par définition, je serais surpris que certaines équipes ne se soient pas positionnées parce que 2 millions pour Yabusele, c'est super. Alors oui, je ne suis pas sûr qu'il sera titulaire tout de suite. Je pense que la place, même ESPN le citait, sera pour Caleb Martin au moins au début, de par son expérience NBA, il y a un certain statut presque, etc. Donc, et la volonté peut-être de jouer aussi un peu plus petit. Il y aura Caleb Martin, Paul George sur les ailes, du côté des Sixers, au côté de Joel Embiid. Mais Gershon, que ce soit en backup de Martin, qui est en plus un joueur qui des fois se blesse, en pivot small ball de temps en temps, même s'il y a Drummond aussi en sortie de banc pour les Sixers. Enfin, il y a Yabusele, il aura des minutes, il aura un rôle, et il y a effectivement une vraie belle équipe qui se construit à Philadelphie. Il commence à y avoir une rotation. Il y a Kyle Lowry dans cette équipe. Alors oui, je sais qu'il est un peu vieux maintenant, mais pour le côté mentor, etc. Il y a Eric Gordon, pareil au niveau de l'âge, mais et André Drummond, je le disais, Caleb Martin, Paul George, Tyrese Maxey. Ça fait du monde, mine de rien, du côté de Philadelphie. Évidemment, le facteur, c'est toujours la santé d'Embiid et de Paul George, mais cette équipe peut, je pense, c'est la mieux placée pour passer le second tour par rapport aux dernières années, si on exclut l'équipe où il y a eu Jimmy Butler pendant 1 an. Bah là, ils ont des ambitions légitimes. C'est-à-dire ils sont quand même bien coachés. Avant la blessure d'Embiid, ils étaient vraiment sur une autoroute. C'était sa concurrence et Boston même au classement. Là, avec Milwaukee, on peut pas écarter Milwaukee, on en a parlé il y a quelques jours, forcément aussi la saison 2 de l'expérience de Lillard, Antetokounmpo, Doc Rivers, ça doit être ambitieux aussi, mais Philadelphie, c'est vrai que là t'énonçais l'effectif, je me souvenais même plus de toutes les signatures, tu vois, parce que j'avais pu penser aux Sixers depuis quelques temps. Sur le papier, il y a vraiment de quoi faire, et tu te rends compte qu'il y a Yabusele qui vient en plus de ça, et il n'y a même pas de pression particulière pour lui. Ils vont pas, enfin, c'est pas lui qui est censé changer totalement leur saison, mais par contre, sur des périodes où il y aura des blessés, sur des périodes où il y aura besoin de faire souffler un peu, et dans des matchs où
où il y aura besoin d'un apport, d'une plus-value comme ça. Et enfin, je veux dire, c'est excellent de pouvoir mettre Yabusele dedans. Il découvre pas la NBA, au contraire d'autres très très bons joueurs NBA européens qui sont arrivés même plus tard dans leur carrière, Micic et compagnie, ou Teodosic il y a quelques années. Donc il n'y a pas de période d'adaptation à proprement parler. Ça fait quelques années qu'il y est plus, certes, mais il a quand même vécu à 2-3 ans aux États-Unis avant de revenir en Europe. Donc il connaît le jeu NBA, il connaît l'environnement de la NBA et ce que ça implique de jouer dans une franchise NBA. Donc je suis franchement très optimiste et très content pour Gershon avec qu'il soit récompensé pour tout ce qu'il a fait ces dernières années en club et en sélection. Ouais, pareil. Puis je pense qu'il a, voilà, comme tu l'as dit, il y a aussi même un jeu NBA, d'ailleurs, enfin, qui peut coller avec la NBA, un jeu qui peut coller avec la NBA, voilà, des qualités athlétiques, du toucher, etc. Un mix qui peut coller largement avec la NBA et ça sera l'occasion pour lui, s'il fait une bonne saison d'ailleurs, de peut-être de signer un meilleur contrat dans la foulée. C'est sans doute, j'imagine, le pari quand il accepte un contrat à 2 millions, c'est de se dire, bon, bah, je prends 1 an, je montre ce que je sais faire et peut-être que derrière, on me donne un autre contrat. On peut passer peut-être avec le Team USA. Tiens, vu qu'on était sur Yabusele, on était sur Joel Embiid, passons un peu à Team USA. Steve Kerr qui arrête, c'est pas vraiment une surprise. On le sait, maintenant les coachs font une Coupe du Monde, une Olympiade et ça tourne du côté de Team USA. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est la reprise. Ça va jouer entre 2 coachs, Shai, Eric Spoelstra et Tyronn Lue. Et je pense que c'est 2 coachs qui peuvent vraiment coller avec le basket FIBA, notamment du fait que ce sont des très bons coachs pour faire des ajustements. Ce qui n'est pas le point fort, par exemple, de Steve Kerr. On lui a beaucoup, il a été critiqué amicalement ou non, en mode il est juste là pour regarder les stars ou gérer les égos. Et là, pour le coup, son remplaçant a peut-être un potentiel FIBA un peu plus haut. T'as raison, Steve Kerr, je pense que c'est un fantastique coach NBA, en tout cas avec une façon de faire, une méthode qui il n'y a rien à dire aux Warriors. Il est arrivé, il a récupéré un produit avec Mark Jackson qui fonctionnait correctement, qui était prometteur, mais il en a fait ce qu'on sait, c'est devenu une dynastie. Par contre, c'est un coach FIBA moyen, quoi, je pense. Et c'est pas pour lui faire injure, c'est que c'est pas tellement là qu'il excelle. Alors que Spoelstra et Ty Lue, à mon avis, t'as raison, les ajustements en match ou d'un match à l'autre, c'est quand même c'est très solide, particulièrement Spoelstra, je trouve, qui est quand même un cran au-dessus encore. Même si Ty Lue fait du très bon travail depuis le titre avec Cleveland. On a vu que c'était pas juste un intérimaire qui était là ou un faire-valoir pour LeBron quand il était à Cleveland. C'est quelqu'un qui a des idées, qui sait s'affirmer, qui retourne des situations aussi, des séries de défaites compliquées, des effectifs qui lui sont imposés. Dans tous les cas, ce sera un bon choix, je pense, pour Team USA, avec en ligne de mire forcément les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Donc pas le droit à l'erreur, donc faut bien choisir le coach, faut bien choisir les joueurs. Le mondial au Qatar en 2027, bon, on verra quelle équipe ils enverront, mais j'imagine qu'ils vont quand même essayer de faire attention. Donc, il y aura des jeunes, à mon avis. Tu penses qu'ils vont encore balancer la Coupe du Monde, enfin balancer. Tu as vu la quote de Anthony Edwards ou pas? Oui, il a dit qu'il ferait plus de Coupe du Monde. Ouais, qu'il en a plus rien à secouer. Une fois que tu fais les Jeux Olympiques, c'est fini la Coupe du Monde. Il y a des jeunes qui joueront la Coupe du Monde, je pense, dans l'espoir d'être. Tu vois, il y a toujours 2-3 mecs, on l'avait vu, Edward, Haliburton, qui qui sont conservés dans le groupe d'une compétition sur l'autre. C'est dommage parce que, après, ils auront peut-être des bons jeunes. Ça peut être un objectif, même si la valeur d'une Coupe du Monde n'est pas la même pour les joueurs américains, pour les fans américains ou même les médias américains. Je trouve que ce serait un beau challenge de la regagner après. Ça fait quoi? Ça fait 2 Coupes du Monde de suite qui se plantent, hein, on est d'accord? Ouais, 2019-2023. Je trouverais ça bien. Et j'ai du mal à imaginer un Spoelstra, par exemple. Ne pas jouer la gagne sur une Coupe du Monde, ça me paraît très bizarre. Alors, il est capable de faire des choses très fortes avec des joueurs moins forts, justement. Donc, je vais dire un vrai truc de comptoir de bar, mais ça se trouve, tu vas avoir d'un coup des stars américaines qui, en 2026, fin 2026, vont signer des contrats avec le Qatar pour X ou Y raison. Et d'un coup, tu vois, le Qatar est tout à fait capable de trouver des arrangements pour faire venir des superstars à sa Coupe du Monde, pour que sa Coupe du Monde, oui, les gens en parlent. Ouais, bien. C'est une possibilité. C'est un avis de comptoir. Non, mais il sera temps d'en reparler, mais oui, ils vont essayer de tirer des leviers pour que la compétition soit médiatisée, c'est sûr. Donc, ils vont espérer que les Américains viennent avec une équipe au moins décente et les autres aussi d'ailleurs. Hein. Enfin, je pense qu'ils vont espérer qu'Wembanyama soit là. Ça marche dans tous les sens. Ça marche dans tous les sens. C'est peut-être plus facile pour eux d'avoir des deals avec des joueurs européens, mais bon, de toute façon, on a encore un peu de temps. En 2027, il peut se passer plein de choses d'ici là. Mais en tout cas, pour le coach, pas étonnant pour Steve Kerr. Et personnellement, j'aurais une préférence pour Spoelstra, mais je pense que Tyronn Lue fera très bien le job si c'est lui qui est désigné.
Allez, vu qu'on a mentionné Anthony Edwards, on peut enchaîner justement. On est toujours sur Team USA, une quote d'Anthony Edwards. On lui a demandé quel était le joueur qui l'avait le plus impressionné. On aurait pu s'attendre à Stephen Curry, qui a été excellent en demi-finale ou en finale, à LeBron James. Et non, lui, il a cité quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Et même pas, il aurait pu dire son joueur préféré, hein, Kevin Durant. On n'arrête pas de dire Aussi. que c'est son modèle, qu'il l'adore et tout. Et alors, je vais te dire ce qu'il a dit lors de sa tournée promotionnelle, là, en sortie de Jeux Olympiques. Il a dit Steph a fait de gros matchs. Alors, il répond à une question où on lui demande qui t'a le plus impressionné. Hein. Il dit, alors, Steph a fait de gros matchs, KD et LeBron aussi, mais Devin Booker a défendu sur le meilleur joueur adverse à chaque fois, a refusé des tirs, alors que Book est un mec qui peut marquer 70 points dans un match. Je ne vais pas vous mentir, le regarder était vraiment impressionnant. Donc en gros, c'est le joueur qui l'a le plus impressionné au sein de Team USA, ou surpris et impressionné, c'est Devin Booker. Et je trouve que c'est une réponse intéressante parce que, oui, on a vu que LeBron a fait une très belle compétition à 40 ans, il a été élu MVP. On a vu KD être décisif sur des matchs, on a vu Curry, bah voilà, les spectateurs français ont, ont compris aussi la grandeur de Steph Curry sur un match ou deux en fin de compétition. Mais c'est intéressant de mettre en avant Booker, qui a été l'un de ces joueurs c'est un mec qui a un statut de star quand même en NBA, c'est un énorme scoreur, c'est une star de son équipe. Tout de suite se mettre en position de, comment dire, humble, avec l'envie d'être un contributeur et pas une des options principales de l'équipe. Il pourrait, parce que lui est théoriquement dans son prime ou en train d'y entrer. Il aurait pu tout de suite arriver avec des ambitions ou réclamer plus de tirs. Il s'est fondu dans le décor. Il a effectivement bien défendu, je trouve. Il était très très volontaire là-dessus. Il a les fameuses histoires de passer des tirs. Ouais, il a refusé des tirs. Il a été plutôt dans le playmaking, des extra passes et tout. Je trouve que c'est très intéressant. Alors pour Team USA, peut-être, histoire de trouver aussi un nouveau leader à un moment, si ça peut être Devin Booker pour, par exemple, la Coupe du Monde 2027. Je dis ça sans aucune information. Et puis pour la NBA, et ça, je pense qu'on en parlera aussi quand on fera un focus sur les Suns, mais il est dans de très très bonnes dispositions. L'association avec Kevin Durant, qui a été d'abord intéressante sur la première demi-saison qu'ils ont fait ensemble, un peu frustrante après parce que les Suns eux-mêmes étaient frustrants. Je trouve que le Devin Booker qu'on voit aujourd'hui est très très intéressant, je trouve. Non, j'allais rebondir sur les vacances après de Booker et Kevin Durant. Il y a quelques photos. Voilà, je vous laisserai Google. On va peut-être pas en parler. Pas de banana boat ou de trucs comme ça. J'ai pas vu. Hein. Non, mais il y a un bateau et voilà. Vous pouvez taper Booker, Kevin oui, Durant. Ils étaient accompagnés. Et Devin Booker était là quand KD était accompagné, c'est ça, d'accord. Très accompagné. Très accompagné, oui. Mais du coup, voilà, ils ont bien Booker et Durant qui ont bien, comment dire, travailler l'alchimie d'équipe. Voilà, très bien. Non, c'est pas bon, c'est pas bien de dire ça comme ça, mais bref. Revenons au basket. Booker, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis sur ça peut être intéressant. Je note quand même que les joueurs arrivent très bien à créer une espèce de case sur Team USA NBA. Je vais prendre l'exemple de Carmelo Anthony. Extraordinaire avec Team USA, dans un autre rôle où il se contentait de courir et de shooter. Il gardait jamais la balle en main. Il faisait toujours des extra passes. C'était pas le même Carmelo qu'en NBA. Mais arrivant, et pourtant, tu vois, il a même eu la possibilité peut-être de jouer comme ça en NBA pendant son prime. Il y a eu les Bulls l'ont fortement convoité à une époque et c'était l'idée de jouer avec Derrick Rose, avec Joakim Noah. Ça l'a pas intéressé. Et au Knicks, il jouait évidemment pas de la même manière. Je me souviens plus exactement comment la question lui a été posée, mais la question lui a été posée un jour sur pourquoi il jouait pas de la même manière. Je suis parti dans un chemin, je me souviens plus exactement de sa réponse, mais bon voilà, ce qu'il faisait comprendre, c'est que c'est différent. Au final, c'est des sports différents, c'est des jeux différents. Et du coup, c'est pas parce qu'un mec fait tout ça avec Team USA qu'il le fait forcément en NBA. Ouais. Malgré ça, je te rejoins sur le fait que ça montre une capacité claire chez Booker à savoir se fondre aussi dans un collectif. Le truc, c'est que de toute façon, aux Suns, ils ont quand même besoin qu'il ait le ballon en main, donc. C'est la vraie question, ce serait de savoir est-ce que Bradley Beal peut faire en NBA ce que Booker a fait avec Team USA là cet été. C'est ça qui serait vraiment intéressant pour Phoenix. Oui, effectivement, mais dans tous les cas, moi ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi la relation KD Booker et le fait que, tu sais, souvent dans les équipes, on se demande qui est numéro 1, qui est numéro 2, qui va prendre les derniers tirs, qui va machin. Déjà, KD était dans cette approche de dire c'est plutôt l'équipe de Booker. Et Booker, à la fois, je le sens capable d'endosser cette responsabilité-là, et en même temps, d'avoir un
collègues pour faire un tandem. On l'a vu un peu l'année dernière, mais l'équipe était tellement déséquilibrée que c'en était frustrant. Et j'ai l'impression, je veux pas m'avancer, on en a parlé l'autre jour, pour toi c'était une des équipes les plus intrigantes et tu avais le plus hâte de retrouver à la reprise. Je te rejoins là-dessus et encore plus avec ce que je vois et ce que je lis et entends de Devin Booker. J'ai l'impression qu'il est parti pour une saison forte sur le plan individuel et que les Suns sont discrètement en train de remonter dans la hiérarchie des contenders à l'Ouest. Il y a beaucoup de travail, tu as raison, Bradley Beal c'est un sujet central parce que tu es obligé de faire avec, il est là, c'est un joueur, c'est quand même un très très bon joueur. Autour l'équipe s'est renforcée, il y a plein de petits ajustements, le coach a changé. Voilà, je te rejoins sur le côté très intéressant des Suns et sur la saison de Booker elle-même va pas mal m'intéresser aussi. Allez, on ferme la page NBA Team USA, on se tourne vers Team USA, on se tourne vers de la WNBA avec 2 rookies Shai qui font des performances absolument exceptionnelles. Voilà, Caitlin Clark, Angel Reese, elles continuent toutes les deux leur saison historique. Ouais, c'est ça. Bah, la lutte pour le titre de rookie de l'année est toujours aussi intense. C'est marrant parce qu'hier matin, le dimanche matin, tu sais, on a une émission sur YouTube avec Swiss Swish sur l'actualité de la WNBA et on disait avec Ghislain qui a fait l'émission avec moi que Caitlin Clark probablement allait tuer la course au rookie de l'année parce qu'elle était repartie sur des bases ultra solides, parce qu'Indiana va très certainement jouer les playoffs en partie grâce à elle. En disant qu'Angel Reese, à contrario, allait peut-être baisser un peu de pied, que Chicago allait peut-être commencer à tanker. Au final, les deux continuent de se tirer la bourre et c'est assez exceptionnel. Tu as Caitlin Clark qui a battu hier le record de passes décisives pour une rookie sur une saison entière. Ça tenait depuis 1998 quand même, hein. Donc ça remonte, c'était Tisha Penicheiro. Maintenant, avec 226 passes, elle est la meilleure rookie passeuse de l'histoire et il reste une dizaine de matchs pour encore améliorer ce record et peut-être se rapprocher de celui du record de passes sur une saison. Le Fever a battu Seattle et Caitlin Clark a été très bonne, comme depuis la fin du break olympique. Sauf que, en réponse, Angel Reese, malgré la défaite, elle claque un match à 19 points et 20 rebonds. C'est son 20e double-double de la saison. C'est la joueuse la plus rapide à atteindre 20 double-double sur une saison en WNBA. Elle est... alors, malgré toutes les limites offensives qu'on lui prête, qui sont réelles, c'est une rookie, c'est pas encore une joueuse offensive très, très affûtée. Par contre... C'est très brut. C'est très brut, mais alors bon sang, le rebond. Sur les 20 rebonds qu'elle prend hier, 10 rebonds offensifs. et elle est ultra présente. Elle a un flair au rebond, une activité globale qui est époustouflante. Et je suis bluffé par ces 2 rookies-là. Voilà, les gens qui commencent à suivre cette année, c'est pas quelque chose de normal ce que vous voyez, hein. Les rookies sont pas censés être aussi fortes tout de suite et aussi impactantes. Et là, voilà, avec ce que font Caitlin Clark et Angel Reese, il faut le souligner, c'est quand même magnifique. Alors, est-ce que je peux être taquin et est-ce Bien qu'on sûr. peut revenir un petit peu sur l'avant-saison, sur tous les commentaires autour de Caitlin Clark et du Fever et reconnaître qu'au final, tu as toutes les joueuses qui étaient là, non, mais c'est pas pareil qu'en NCAA. Alors, bien sûr qu'elle domine pas de la même manière, c'est sa première saison, mais quand même, elle est déjà la meilleure passeuse de la ligue et elle est à quasiment 18 points par match et au final, elle s'en sort très très bien. Elle monte même en puissance et surtout, le Fever, comme tu l'as dit, est alors pas beaucoup plus fort, ils ont un bilan négatif et je ne suis pas assez pour faire le spécialiste ou faire le malin, mais elles sont quand même mieux parties que ce que j'entendais Oui. Un peu partout. Moi, j'étais plus pessimiste que ça sur leur classement global. Elles ont une belle équipe, assez jeune, mais une plutôt bonne équipe. Pour Clark, c'est juste qu'en fait, il lui fallait moi, ce que je réclamais personnellement et ce que beaucoup réclamaient, c'était de la mesure et comment dire, le fait de s'attendre à ce qu'elle ait un peu de mal au début parce qu'elle n'a pas fait de pause entre la fin de sa saison. Et tu as eu raison d'ailleurs. Voilà. Il y a eu des matchs où c'était très difficile. C'était difficile au début parce qu'elle n'a pas eu de pause entre la fin de sa saison NCAA, la draft et le début de la saison WNBA. Elle a enchaîné les matchs, la pression médiatique, on en parlait tout le temps. Je veux dire, tout le monde s'est mis à parler d'elle, tout le monde a même recherché les petites polémiques, les rivalités avec les autres joueuses, le fait qu'elle était molestée, j'en sais rien, enfin des trucs totalement exagérés. Et petit à petit, elle a pris la mesure du truc. Elle est arrivée par contre juste avant la pause des Jeux Olympiques, complètement épuisée psychologiquement et physiquement, elle l'a dit. Et là, un mois de pause, les 2 premiers matchs, il n'y a rien à dire. Elle est quasi parfaite dans le playmaking, dans la finition, dans tout, quasiment. Pas encore en défense, c'est pas sa spécialité, mais là où elle est forte, elle est vraiment très forte. Et Indiana en profite, et Indiana va jouer les playoffs, va probablement pas passer le premier tour des playoffs, parce que les équipes de tête, c'est quand même du très très lourd. Mais rien que ça, moi je m'attendais pas spécialement à ce qu'Indiana fasse les playoffs cette année. Donc
Alors, c'est pour ça que je pense qu'elle sera rookie de l'année, parce que Chicago est toujours virtuellement qualifié pour les playoffs, mais Chicago a fait un trade qui ressemble au plus beau trade de tanking qu'on a pu voir en NBA pendant la pause là, et que du coup ça veut dire qu'à mon avis elles vont quand même glisser gentiment et sortir de la zone pour récupérer un pic. Mais tout ça pour dire qu'Angel Reese est quand même exceptionnelle et qu'elle va pas lâcher la course au titre de rookie de l'année comme ça. Voilà. Ouais, premier au rebond en WNBA d'ailleurs. Tu te rends compte, t'imagines, c'est comme si Victor Wembanyama était premier au rebond et Scoot Henderson premier à la passe. Alors je dis Scoot Henderson, mais j'aurais pu dire Victor Wembanyama aussi, hein, vu que c'est le meilleur passeur de l'équipe de France, mais voilà. Ouais, c'est clair, ça classe une performance. Mm. On va se laisser là-dessus. On se rejoint. Non, pardon, j'allais oublier. Il y a un de nos sujets, un de tes sujets de prédilection. Non, je taquine. Non, Zion Williamson, juste ça rebuzz un peu autour de Zion, comme chaque été, à chaque fois. Sur son chaque poids. été, Zion Williamson, il y a toujours une photo de lui et les gens commentent. Et de quoi on va rejoindre ces gens commentent le poids de Zion. Sauf que là, c'est pas pour se moquer, même si je trouve ça toujours très bizarre, encore une fois, de commenter. Mais bon, un athlète, son corps est quelque part son outil de travail. Zion Williamson, alors la photo que tu mettras peut-être en insert, Oui. la photo montre un Zion très très affûté. Et effectivement, il aurait perdu 3 kilos. Alors attends, on va préciser parce que dit comme ça fait genre. Mais t'as raison, chaque été ou presque, il y a deux trucs qu'on retrouve à chaque fois. C'est donc Zion Williamson qui est, je sais pas, qui participe à un événement caritatif et les gens se disent oh là là, il est énorme, ou alors mince, il est pas en poids de forme. Ça et Ben Simmons qui prend des shoots. Et on dit ça y est, il va revenir. Regardez, ça y est, cette année il va shooter et cette année il va rejouer. Malheureusement, chaque année c'est difficile. Et il y a la muscu sous-marine de Jaylen Brown. La muscu sous-marine de Jaylen Brown qui travaille sa main gauche avec un masque de plongée. Ça, je vous conseille de voir ça. Ça m'a fait toujours halluciner. Je dis plus rien dessus parce que le mec est quand même MVP des finales, donc il m'a bien fait fermer ma bouche. Mais je trouvais toujours ça hallucinant de le voir faire de la muscu sous-marine. Bref, Zion Williamson. Donc son poids annoncé, il faut quand même dire que c'est quelqu'un qui a des objectifs de poids à respecter pour valider son contrat chaque année, pour valider le montant total de son salaire. On ne sait plus exactement lesquels c'est, il y a une histoire de pourcentage de masse graisseuse et tout. Donc c'est important son poids pour lui. L'année dernière, il était annoncé à 130 kilos. Je ne sais pas à quel moment de la saison, je ne sais pas quand, je ne sais pas s'il a oscillé ou pas entre 130 135, mais c'était son poids annoncé par la NBA. Là, c'est son beau-père qui a annoncé après la photo qui a été prise lors d'un camp avec des jeunes, il me semble, du côté de la Caroline du Sud. Il a dit Zion fait 127 kilos, donc il aurait effectivement perdu les 3 kilos que tu évoquais. Et il a annoncé qu'il serait à 123 à la reprise de la saison, donc ce serait le plus léger qu'il aurait jamais été depuis qu'il est en NBA. Et effectivement, sur la photo, alors elle est prise un peu comme ça, t'as l'impression qu'il est vraiment fin. Il a toujours le visage un peu un visage de bambin. On a l'impression qu'il est toujours un peu joufflu, Zion. Mais son corps, en tout cas, a l'air hyper affûté. Et si ça doit encore s'améliorer, c'est plutôt très prometteur. Tout n'est pas dépendant de son poids exact, mais je pense que ça peut pas être anodin. Il doit être dans une forme physique acceptable pour performer. Il l'a fait pendant les 3 quarts de la saison avant de se blesser. Mais on va suivre ça, on va voir sur les matchs de pré-saison de quelle manière il va arriver, s'il va maintenir ce poids. Il l'a dit lui-même, c'est un challenge énorme pour lui à chaque fois. Quand il était passé, tu te rappelles, dans l'émission de Gilbert Arenas, il passait un coup de vent, ils l'ont chopé en disant bon mec, c'est quoi cette histoire de poids? Et il avait dit que les régimes étaient un vrai challenge pour lui et qu'il devait trouver, il cherchait la bonne formule pour garder un poids de forme décent sans avoir à s'affamer. C'est très compliqué pour lui. Donc c'est une question importante parce que ça détermine aussi ce que vont faire les Pelicans. Pas de Zion, pas de Pelicans, quoi. Non, mais c'est vrai que j'étais taquin sur le fait, chaque été on parle de son corps, etc. Mais tu as tout à fait raison, c'est une question importante, notamment aussi parce que ça a forcément des conséquences sur son état de santé. Alors, c'est pas parce que tu es fit que tu te blesses jamais, au contraire, il y a plein de joueurs très fit qui se blessent souvent. Mais c'est vrai que tu sais que ça peut avoir une conséquence, notamment pour un joueur aussi explosif, quand tu as beaucoup de masse à déplacer. Et si tu perds trop vite cette masse, ou si tu en prends trop vite, ça marche dans un sens comme dans l'autre, tu es plus exposé au risque de blessure. Donc il faut qu'il y ait chez Zion une capacité à, comme tu l'as dit, maintenir un point de forme et à perdre petit à petit et pas s'imposer une diète drastique, parce qu'en plus ça marchera jamais. Alors voilà, je suis pas diététicien, mais
Des diététiciens vous le diront, ça ne sert à rien de perdre d'un coup plein de poids en très peu de temps, c'est pas bon du tout. Shaq faisait ça parfois avant les playoffs, Draymond Green l'a déjà fait aussi, enfin bref. C'est jamais la bonne solution. Et c'est vrai que pour Zion, se maintenir dans la meilleure condition physique possible, c'est sans doute, d'une certaine manière, limiter le risque de blessure qui sera jamais, de toute façon, jamais inexistant. Et oui, c'est toute la clé pour New Orleans. Hein, ils ont besoin de lui. Comme tu as dit, pas de Zion, pas de Pelicans. Ouais. Et avec Zion, on partage une date d'anniversaire. On est tous les deux nés le 6 juillet. Et on partage aussi ces effets d'annonce pendant l'été sur lesquels on va perdre un peu de poids. J'espère qu'il aura plus de réussite que moi cette année pour performer avec les Pelicans. Mais c'est assez classe. En tout cas, ouais. Nous, on aime bien Zion ici, c'est vrai. Ah on aimerait bien, on se le cache pas, on aimerait bien que New Orleans décolle avec Zion. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve cet après-midi pour un podcast et demain pour un nouveau CQFR. D'ici là, bonne journée à tous. Bonne journée, ciao.